Fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision, bonsoir et merci d'être des nôtres. Bienvenue dans ce 18h de l'actualité dominicale. Au cours des séances plénières de clôture du Conseil national de transition, les honorables membres du CNT ont voté à l'unanimité, sans aucune abstention, le projet de loi portant création de la Direction générale de l'administration, de l'aménagement et de l'attractivité du territoire, ainsi que plusieurs autres projets de loi. Les travaux de clôture se sont tenus le vendredi 10 juillet au Centre international de conférences de Bamako, sous la présidence du général de corps d'armée Maliki Diao, président de l'organe législatif, en présence de plusieurs autres membres du gouvernement. Écoutons les propos recueillis par Kurotoum Diabaté et Seydou Niaré pour Chérifla TV. Je tiens d'abord à remercier, féliciter vraiment les membres du Conseil national de transition qui viennent effectivement d'adopter la loi portant création de la Direction générale et de l'attractivité du territoire en République du Mali, et plus particulièrement la Commission des travaux publics, de l'habitat des domaines, vraiment du CNT, et surtout son président, l'honorable Modibo Keïta, qui est à côté de moi. Vous savez, les questions d'aménagement du territoire sont des questions extrêmement importantes pour un territoire aussi vaste, vraiment multiples et divers que le Mali. Donc les autorités de la transition ont pris vraiment l'engagement de pouvoir promouvoir un développement harmonieux et équilibré du territoire. Et pour cela, il faut avoir une structure qui permette de pouvoir piloter cela. Et c'est pour cela que cette direction nationale a été transformée en direction générale qui donnera plus de flexibilité, plus de moyens pour pouvoir faire toutes les questions de coordination, de planification de nos actions de développement. Au-delà des préoccupations sécuritaires, notre institution a, au cours de la session qui s'achève, exécuté son travail législatif avec responsabilité. Plusieurs textes majeurs ont été examinés avec sérieux, analysés en profondeur, débattus avec clarté et adoptés dans l'impartialité et la justesse. Il s'agit de la loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2026-003 PTRM du 2 mars 2026 portant statut général des fonctionnaires. La loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2026-004 PTRM du 2 mars 2026 portant création de la Société des patrimoines miniers au Mali. La loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel, ainsi que les conditions de destitution et de remplacement du président. La loi organique fixant les attributions, la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. La loi portant lutte contre la traite des personnes. La loi portant lutte contre le trafic illicite des migrants. La loi portant création de l'Office malien de substances précieuses. Comme vous le savez, ces lois et toutes celles votées participent au renforcement de notre architecture institutionnelle, à l'amélioration de la gouvernance publique, à la consolidation des finances de l'État, au développement économique, ainsi qu'à la poursuite des réformes engagées dans le cadre de la refondation. C'est le lieu pour moi de féliciter et remercier l'ensemble des commissions pour la qualité du travail accompli. Monsieur le ministre, chers collègues, parallèlement au travail législatif, le Conseil national de transition s'est préoccupé de la vie quotidienne des populations maliennes, car il n'a ménagé aucun effort dans l'exercice de son pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale. À cet effet, plusieurs séances d'écoute ont été effectuées par les commissions générales, en plus des questions écrites adressées aux membres du gouvernement. Par ailleurs, au chapitre de la diplomatie parlementaire, nous nous réjouissons des missions conduites à l'extérieur du pays pour entendre la voix du Mali dans les rencontres parlementaires à travers le monde.
Direction la Cour suprême du Mali où le groupe Citoyenneté et Droits Humains, dans le cadre de ses activités, a effectué une visite le samedi 11 juillet. La visite avait pour objectif de faire connaître aux décents écoliers et élèves de divers horizons l'institution qui est au sommet de l'appareil judiciaire de notre pays. Le compte-rendu est signé par Al-Hamidou Badini. Former des citoyens modèles au service de la nation, c'est l'une des missions phares du groupe Citoyenneté et Droits Humains. Depuis 13 ans, la structure œuvre à la construction citoyenne des scolaires à travers des activités de diverses natures afin de leur permettre de mieux cerner leur environnement politique et institutionnel. C'est dans cette logique qu'intervient la présente visite dans les locaux de la Cour suprême du Mali avec en toile de fond la présentation de l'institution. Ces jeunes-là font partie du groupe Citoyenneté et Droits Humains. Donc ils sont venus à la Cour suprême pour s'imprégner du fonctionnement de la Cour suprême, de son organisation. Et donc on a fait une présentation de la Cour suprême, et de sa création à maintenant, ses différentes sections, et ses différentes structures, la présidence, le secrétariat général. Donc vraiment ça a été une bonne chose parce que les citoyens quand même doivent s'approcher des institutions. On doit ouvrir nos portes aux citoyens. Nos institutions existent pour les citoyens. Donc la Cour suprême, en dehors de sa fonction juridictionnelle, est une institution de la République du Mali. Donc et ces jeunes-là qui sont venus, désormais, ils savent comment saisir la Cour suprême et quelles sont les compétences de la Cour suprême, ses attributions, son organisation. Donc ils seront désormais des très bons citoyens parce qu'un citoyen doit chercher à connaître les lois de son pays et le fonctionnement de ces structures, de ces institutions. Donc ça participe de la citoyenneté. Je leur ai dit que nous sommes au sommet de la pyramide judiciaire en matière judiciaire, administrative et des comptes. Et la Cour suprême reçoit les pourvois en cassation, contrôle les arrêts rendus par les juridictions, surtout les cours d'appel. Donc quand il y a des pourvois en cassation, on est compétent, la Cour suprême est compétente pour casser ou pour examiner quand même l'arrêt, voir s'il n'y a pas une violation du droit. Bon, donc en même temps, il y a la section des comptes au niveau de la Cour suprême pour le moment qui existe toujours au sein de la Cour. Et cette section des comptes contrôle les comptes des comptables publics et des ordonnateurs. Il y a la section administrative aussi qui connaît la légalité des actes administratifs délivrés par les chefs de l'État, ministres et directeurs nationaux et ainsi de suite. Cette section des comptes aussi, il y a ce qu'on appelle les pourvois en cassation contre les arrêts de la Cour administrative d'appel qui sont examinés par la section administrative du moins. Donc la section administrative examine les pourvois en cassation exercés contre les arrêts de la Cour administrative d'appel. Pendant plus d'une heure d'horloge, les visiteurs ont été outillés sur les attributions, les missions et le fonctionnement de la Cour suprême. Ce cadre d'échange aura été une véritable école d'apprentissage pour les participants venus de 9 régions du pays, en plus du district de Bamako. Oui, en fait, nous sommes dans le cadre de notre programme intitulé Concige Mali, concours jeunesse et citoyenneté, éducation à la paix, au civisme et au vivre ensemble. À la 13e édition, c'est un concours quand même qui entreprend d'enseigner à ces jeunes scolaires-là les valeurs de la citoyenneté, notamment les instruire sur les institutions de la République. Et c'est ce qui nous a amenés ici aujourd'hui pour qu'ils puissent vraiment comprendre, connaître la mission et également les fonctionnements vraiment de la Cour suprême. Un individu qui ne connaît pas vraiment son environnement politique ou bien institutionnel ne peut agir en bon citoyen. Et donc il faut d'abord connaître ses droits, également ses devoirs. Même si aujourd'hui on a compris comment est-ce que nous pourrons nous intéresser, sinon nous adresser à la Cour suprême, ou bien par rapport à tout ce que la Cour suprême fait, notamment ses missions, ses grandes décisions. Et je pense que le retard a été très bien imprégné de tout cela aujourd'hui. Mais ils sont décents, qui ont eu à participer à cette formation-là, avec nous. Comme déjà nous sommes depuis hier, nous sommes sur les panels, sur les différentes institutions, mais c'est la Cour suprême qui a accepté de nous recevoir dans ces locaux à travers aussi une visite guidée. La rencontre est immortalisée par des photos de famille. Cérémonie de travaux de la 10e convention nationale de l'association Ankabé Mayala. Les travaux se sont tenus à Bankoni.
avant de se clôturer au Centre international de conférence de Bamako dans un climat de l'unité, de solidarité et de la cohésion nationale. Les travaux ont mobilisé plusieurs délégations et leaders d'opinion ainsi que des autorités. Amadou Kamara pour le compte-rendu. Placé sous les triptyques de sa devise Unité, Solidarité, Laïcité, l'association Ankabé Mayala vise avant tout à rassembler toutes les confessions religieuses et les sensibilités culturelles pour soutenir le tissu social malien et international. La dynamique est portée par des figures centrales de l'organisation. Bon, cette deuxième convention, comme l'a dit le PCA tout de suite, nous sommes très ravis et nous remercions beaucoup les délégués qui ont quitté divers horizons pour venir nous aider à faire ces trucs-là. Voilà, bon, nous appelons aussi tout le monde à faire la promotion de la paix, à être ambassadeur de la paix. Car aujourd'hui, dans un monde uni, il faut la paix. Le monde ne peut pas partir sans la paix. Pour la paix, nous faisons tout et nous soutenons les idéologies du PCA. Bon, l'objectif de cette convention, c'est de faire amender les statuts et règlements qui sont les bases même de l'association. Voilà, c'est le plus grand objectif. À travers la salle, on a su que l'objectif s'est atteint, sans même commencer d'abord les travaux. Parce qu'on a vu l'engagement des délégués et puis les travaux précédents aussi, ça s'avance bien. Bon, mon dernier mot, c'est remercier le président d'administration, M. Aliou Ousmane Haïdara, pour cette idéologie. Et la commission d'organisation aussi. Nous remercions vraiment la commission d'organisation qui est sous la présidence de M. Yoro Djara et sa vice-présidente Mme Konfé Maïmouna. Et saluer aussi tous les délégués des différents horizons, comme je l'ai dit, de la France, la Côte d'Ivoire, partout. Voilà, nous saluons tout le monde et nous invitons tout le monde aussi à promouvoir la paix, à suivre les idéologies du chef. Cette deuxième assise, sous le leadership éclairé de son président d'honneur, Seyed Badre Ali Ousmane Haïdara, dont la notoriété et le parrainage appuient fortement la mobilisation des leaders locaux et des délégations venues divers d'horizons. Lors de ces assises, a été vivement salué par des délégués venus d'un peu partout. Ankabé Mayala parle d'unicité, de laïcité et de solidarité. Mon frère, ma soeur, ce matin, je vais dire à quelqu'un qu'il faut qu'à partir de maintenant, tu apprennes à être un ambassadeur. Il faut que chacun soit ambassadeur auprès de chacun. J'aurais pu dire que moi je ne viens pas. On a une convention là-bas. Je dis pour Chérif Ali Ousmane Haïdara, je serai au Mali. Et quand je venais ici, il y a des collègues qui m'ont dit, tu vas chez les musulmans. J'ai dit non, je ne vais pas chez les musulmans, je vais chez mes frères. Les gens n'ont rien compris. Aujourd'hui, si Haïdara, qui est devant vous, veut vous expliquer, personne ne pourra tenir debout, vous allez vous coucher. Parce qu'il a compris ce que c'est que le spirituel. Bien aimé, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays dans un autre pays. Mais une ambassade, c'est un pays en miniature dans un autre état. Alléluia. Atakbir. Alléluia. Soyez tous bénis. Donc vous voyez un peu, tu veux être ambassadeur, tu veux représenter ton pays dans un autre pays, tu veux représenter ta famille dans une autre famille, mais il faut que ton cœur soit un cœur transformé, soit un cœur renouvelé pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit, tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en fait. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Bien aimé, sachez quelque chose, tout le monde ne peut pas aller au paradis. Tout le monde ne peut pas aller au paradis. Nous sommes en examen. Et l'examen, je dis qu'il a réussi. Que Chérif Ali Ousmane Haïdara a réussi son examen. Signalons que cette deuxième grande convention de l'association Ankabé Mayala s'est déroulée du 11 au 12 juillet 2026 à Bamako sous le signe de la cohésion sociale, de la paix et de l'entraide au Mali. À présent, écoutons le président d'honneur de l'association Ankabé Mayala, Seyed Chérif Badra Ali Ousmane Haïdara, lors des travaux de cette deuxième convention de l'association. Avec un grand honneur, que je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième convention nationale de l'association Ankabé Mayala. Cette convention est un moment de bilan et de réflexion et de renforcement de notre engagement pour la paix
la cohésion sociale et le vivre ensemble. Je déclare ouverte l'allocution du conseil d'administration et souhaite plein succès aux travaux de cette deuxième convention nationale de l'association Ankabé Mayala. Et invite chacun à y participer dans un esprit de fraternité et de responsabilité. Et je vous rappelle que notre association Ankabé Mayala est née d'une conviction simple, que le vivre ensemble, ou la paix, je dirais, le vivre ensemble n'est pas une contrainte, mais une chance. Car le vivre ensemble, c'est s'élever ensemble. Sans oublier, je tiendrai vraiment à saluer particulièrement tous ceux qui ont effectué le déplacement de façon internationale. Il y a parmi nous les représentants de nos structures de différents pays, de la France, du Sénégal, du Nigeria, alors le Burkina Faso, ainsi que beaucoup d'autres pays. Je les remercie infiniment pour leur déplacement effectué pour cette cause noble. Je remercie encore les pasteurs qui n'ont mélangé aucun effort que pour la réussite de cette convention, de venir en façon physique à participer solennellement à cet événement. Je lui remercie infiniment. Et nous prions que la paix puisse revenir dans notre pays qui est le Mali et dans la sous-région ainsi que dans le monde entier. Je remercie tout le monde. Ambi aujourd'hui le 11, 7e mois, l'an 2026. Et maintenant, Ankabé Mayala, la convention ni oye, aka sigi belebeleba. Dossier de la rédaction, considéré comme les poumons de l'économie nationale, l'agriculture emploie plus de 80% de la population active et contribue à près de 40% au PIB. La loi d'orientation agricole de 2005 vise à moderniser l'agriculture. Aujourd'hui, cette dernière fait face à des défis liés à l'insécurité, au financement et à l'application effective des textes. Ce dossier est signé par Amadou Kamara. Le Mali, considéré comme un pilier économique ouest-africain grâce à un potentiel massif, le secteur emploie près de 80% de la population active et contribue pour environ 40% du PIB, dispose de plus de 44 millions d'hectares de terres cultivables, alors que moins d'un quart seulement soit exploité. Qui parle de Mali parle de pays agricole et qui parle de religion aussi parle de l'agriculture, parce que un vrai religieux aussi c'est un vrai travailleur. Voir comment cultiver, préparer la terre avant les semences, comment avoir de bonnes semences et comment produire des engrais bio et laisser un peu les produits chimiques. Et c'est la semence vraiment qui est l'élément très important dans cette agriculture, surtout la semence de blé. Alors, la semence occupe jusqu'à 30 à 40% de la production agricole. Avec le changement climatique, nous avons beaucoup travaillé avec la recherche pour pouvoir sortir des variétés qui sont vraiment adaptées au changement climatique, des variétés qui ont vraiment un bon goût, qui ont un côté nutritif et surtout le rendement aussi qui est très élevé. C'est un pilier économique pour le Mali, mais reste un peu intensive en technologie avec une faible motorisation, bien que des innovations émergentes et aussi l'apparition des intrants agricoles les plus adaptés. Donc la semence représente jusqu'à 30 à 40%
dans la réussite de la productivité. Donc c'est pourquoi nous sommes toujours dans la sensibilisation, dans les activités de promotion pour vraiment montrer aux Maliens que les bons semences sont vraiment rentables dans la production. Tu as beau avoir des engrais, tu as beau avoir des pesticides, quand tu n'as pas une bonne semence, une semence de qualité, tu ne peux pas bien récolter. C'est pourquoi nous avons rassemblé tous ces intrants en un seul lieu qui est dans nos différentes boutiques d'intrants. La semence, comme tout autre intrant, joue un rôle très important vraiment dans le développement agricole, dans l'amélioration du rendement. Alors, pour parler vraiment de l'autosuffisance alimentaire, il faut qu'il y ait une production agricole. Et pour qu'il y ait une production agricole, il faut qu'il y ait des intrants, d'une manière générale. Pas n'importe quel intrant, mais des intrants de qualité. Il faut les engrais, il faut les produits phytosanitaires. Il faut un panoplie vraiment de tout ceci réuni, couplé à la semence. Les priorités actuelles incluent l'autosuffisance alimentaire, le renforcement des chaînes de valeur et l'intégration de la nutrition. Sans l'agriculture, avec grand A, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de développement. Autant dire que les formateurs qu'on nous a envoyés sont bien utiles. C'est des experts en la matière. Et l'expertise des populations à travers le mouvement assemblé du Biona va connaître des mouvements plus hauts dans les années à venir, parce que c'est une première dans la région du Biona que nous recevons une telle formation. C'est pour rendre les paysans indépendants, de ne pas être toujours dépendants d'ailleurs. Donc pour pouvoir produire les engrais bio à côté de leurs champs, pouvoir produire l'insecticide bio dans leurs champs, pour pouvoir aussi produire les herbicides bio dans leurs champs, de ne plus attendre les produits venant ailleurs pour ne pas être trop dépendant. Et vous remettez tous les intrants, mais s'il n'y a pas la semence, on ne peut pas faire de production. Et même si on parle de production, il faut qu'il y ait une semence vraiment de qualité. C'est pourquoi nous, à la Sogeva ici, on fait tout pour mettre l'accent vraiment sur la qualité des semences que nous mettons à la disposition vraiment des clients. Non seulement le sol est carrément dégradé, il n'y a pas de fumier. Bon, l'engrais joue beaucoup aussi, bon, mais vraiment je pense que les paysans doivent vraiment retourner sur l'ancien système, le compost, et faire de la culture bio pour vraiment la santé de la population. La production agricole au Mali est dominée par les céréales, mil, sorgho, riz et maïs, et le coton, avec un potentiel énorme peu exploité. S'appuyant principalement sur l'agriculture pluviale et un important cheptel visant la sécurité alimentaire et les exportations malgré les défis liés aux conditions climatiques et à l'infrastructure. Vous savez, ce pays est un pays à vocation agro-silvopastorale, comme vous l'avez dit. Cette activité occupe 80% de la population. Le Mali est un pays où sur certaines productions agricoles est déjà autosuffisant. Je vais vous parler du mil, du sorgho. Nous n'importons ces choses d'aucun pays. Nous n'importons pas la viande d'un autre pays. Donc, il suffit de mettre l'effort sur les zones dont nous avons besoin d'atteindre l'autosuffisance. Là, je pense notamment au riz, je pense au maïs et à beaucoup d'autres fêtières sur lesquelles moi je suis convaincu qu'avec ces réformes, le Mali atteint la souveraineté et l'autosuffisance alimentaire. Et là, c'est très important. Parce que l'hivernage, ça ne fait que 3 à 4 mois. Surtout en rapport avec le changement climatique, il faut des semences adaptées. Des semences de qualité adaptée pour qu'au moins les producteurs puissent parvenir à récolter très tôt, à, comment dirais-je, avoir la pluviométrie suffisante, qui correspond au cycle de développement vraiment de la semence qu'il faut choisir. Donc ce qui est très important dans cette production agricole-là, il faut le choix de la semence. Non seulement en fonction du cycle, en fonction du rendement, mais par rapport aussi au changement climatique. Nous travaillons toujours à ce que ça s'améliore. La journée paysanne était une journée où le président offrait un déjeuner au monde agricole et on discutait de beaucoup de choses. Ça avait ses avantages.
avec beaucoup d'avantages. Mais le fait qu'il n'y a pas de journée paysanne ne veut pas dire que les agriculteurs ne se rencontrent pas et ne discutent pas. Vous savez, vous avez l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture qui s'appuie sur les chambres régionales d'agriculture. Chaque chambre régionale existe. Vous avez les délégations communales des chambres d'agriculture. Vous avez comment on va dire ça, même dans les villages de Mali, il y a 4 représentants des chambres d'agriculture. C'est vrai que nous avons, compte tenu de tous les problèmes que nous avons connus, nous n'avons pas pu faire des journées paysannes, nous le regrettons. On ne peut pas tout réussir à tout le monde. Mais ce n'est pas fondamentalement ce qui empêche que nous voyons, nous parlons, nous avons des programmes et nous essayons de faire évoluer ces choses. Rappelons que l'agriculture malienne est un secteur vital dominé par les petites exploitations familiales peu mécanisées avec des cultures de rente comme le coton et des céréales de base qui occupent la majorité des terres cultivées. Mais elle est fortement confrontée aux défis climatiques, sécheresse, inondations et la dégradation des sols, malgré un fort potentiel hydrique foncier. Cette agriculture, aujourd'hui, est le poumon de l'économie du pays. Voilà, c'est ce qui met fin à ces 18h. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chef la Télévision. Bonsoir.